Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre invité d'aujourd'hui fait partie de ce courant lumière qui relève de ces mouvements de pensée philosophiques, scientifiques, intellectuels et j'en passe. Dont le but principal, c'est sortir la société de l'obscurantisme par la connaissance et spécifiquement pour venir en aide et donner un peu de baume à la souffrance et spécifiquement à ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap. Il me fait grand plaisir d'accueillir dans cette émission spéciale Dr Kiko Shikako, professeur agrégé en ergothérapie et associé aux différents départements universitaires. Professeur, bienvenue à cette émission spéciale. Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes présente partout, sans exception, avec vos idées-lumières, après avoir vécu une expérience universitaire fabuleuse dans différentes universités, et terminé votre doctorat à l'Université São Paulo en sciences de la réadaptation. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre parcours impressionnant avec ces multiples sujets? On vous écoute. Ben oui, merci. Bonjour. Bon, Bonjour. en effet, j'ai terminé le doctorat, c'est en réadaptation, c'était à l'Université McGill. J'ai commencé mon parcours au Brésil, en effet, quand j'ai fait mon bac en ergothérapie. Donc, je suis ergothérapeute de formation. Oui. Et au Brésil, en effet, j'ai connu l'ergothérapie à travers les sports adaptés. Hmm. Donc, il y a une compétition des Jeux olympiques spéciaux là, à São Paulo quand j'étais au secondaire. Puis là, c'est là que j'ai eu la passion pour travailler avec des gens en situation de handicap et puis des enfants, surtout des jeunes. Euh, et là, j'étais intéressée en ergothérapie. J'étais aussi prof de musique à l'époque. Donc, les loisirs, le sport, la participation sociale m'a tenu toujours à cœur. Puis là, j'ai fini mon bac en ergothérapie et je suis venue au Canada, ça va faire 20 ans bientôt, pour faire ma maîtrise à l'Université McGill. Et puis là, je fais mon doctorat en réadaptation, toujours regardant les aspects reliés au loisir. Donc, c'était quels sont les facteurs qui aidaient ou non, ou qui empêchaient les enfants de participer dans toutes les activités qu'ils voulaient. Puis dans ces parcours, après mon doctorat, une des choses que j'ai remarqué ou que j'ai vu, que c'est l'aspect politique du loisir, donc les besoins des politiques sociaux, des politiques de santé pour supporter, pour informer, pour appuyer les familles qui cherchent les opportunités égales comme tout le monde. Et c'est là que je suis tombée sur la recherche en politique aussi pour regarder les situations des droits humains et informer un petit peu pour voir les liens entre recherche Alors, politique, pratique clinique. on Et va y c'était ça arriver. mes postdoctorats, c'était là-dedans. Et puis voilà. Et la recherche que je fais maintenant, c'est alentour de ça, la participation sociale, les droits humains et les politiques. Euh, la Convention des droits des personnes handicapées de l'Organisation On Unies. va y arriver à tout ça. On va rester dans votre domaine Mhm. universitaire, là. Ouais, Donc, vous avez terminé votre doctorat en ouais, ergothérapie. Ça veut dire que vous travaillez au niveau scientifique avec, au niveau de l'ergothérapie, il y a des ergothérapeutes aujourd'hui qui font la pratique ouais, avec les personnes. Mais votre rôle, il est plus scientifique ou sur ouais. le terrain. C'est quoi votre rôle exactement à titre de PhD en ergothérapie? OK. Mon rôle, c'est sur la recherche. Donc, je fais pas de pratique clinique, mais je travaille avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes et d'autres professionnels de santé qui font la pratique clinique. Je fais la recherche participative, c'est qu'on appelle. C'est la recherche avec les gens qui sont en train de vivre les problèmes ou les questions dont les professionnels de santé, comme les ergos, les physios, le travail social, les éducatrices, éducateurs,
mais aussi les parents, les familles. Donc, je ne fais pas de pratique clinique, mais je fais de la recherche avec beaucoup de familles, beaucoup de jeunes en situation de handicap, et puis des familles aussi qui amènent les problèmes ou les questions de recherche importants. Donc, mon domaine de recherche, c'est basé sur les besoins de la communauté. Oui. Donc, je fais partie, par exemple, un réseau de recherche qui s'appelle Child Bright, ou réseau Brillant Enfant, qui est un réseau de recherche en handicap, mais participatif. Donc, ça s'appelle un réseau centré sur les besoins des patients, mais financé par l'Institut de recherche de santé du Canada. Euh, et aussi plusieurs réseaux de recherche qui font la recherche participative. Dites-moi, Voilà. quelle est la différence? Parce que vous savez, nous sommes très proches de ce qu'on appelle l'ergothérapie, la physiothérapie, la massothérapie, ainsi de suite. Mais quel est le rôle et les propriétés de l'ergothérapie versus la physiothérapie au niveau d'un enfant, d'un handicap moteur, par exemple? Mhm. On vous écoute. Oui. L'ergothérapie, c'est bon, la fonction, le principal, le domaine principal de l'ergothérapie, c'est les occupations, ce qu'on appelle les occupations humaines. Donc, pour un enfant, c'est d'aller à l'école, d'être capable de jouer, de participer dans ses activités de tous les jours. Donc, l'ergothérapie va avoir le focus sur vraiment l'attention, ça va être centré sur les choses que les enfants vont faire ou pas faire. Donc, les aspects sociaux, d'interaction, les amis, les habiletés pour être à l'école, pour participer à l'école indépendamment, pour participer dans les jeux qui vont contribuer à ce développement. En tant que la physiothérapie, c'est plutôt, le focus est sur la fonction motrice en soi. Donc, la physiothérapie va travailler souvent ensemble. Donc, pour les ergothérapeutes et les physiothérapeutes vont travailler ensemble. Mais les physiothérapeutes vont faire attention plutôt à la fonction motrice du développement, c'est qui est la force musculaire, le positionnement, la fonction ben, dans les activités, mais plutôt pensant au corps, la fonction physique. Et en tant que l'ergothérapeute, va focuser surtout sur la fonction sociale, la participation ou Exact. comment les activités vont fonctionner dans la vie quotidienne de l'enfant ou des adultes. Donc, vous avez un objectif, c'est de permettre une plus grande autonomie, je dirais, pour les personnes en situation de handicap, que ce soit un handicap moteur, un handicap sensoriel, cognitif ou autre. Maintenant, voulez-vous, s'il vous plaît, nous donner une petite idée de ces différentes approches que vous cherchez à promouvoir au niveau de l'adaptative, l'éducative, la réhabilitation pour une personne vivant avec un handicap? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça pour atteindre quel objectif? Euh, alors, ben, je voulais que je vous donne des exemples des approches ou quoi? Ça veut Ou dire, dans ma recherche, pardon, juste pour ça veut clarifier. dire comment vous cherchez, par quels moyens vous allez atteindre ces objectifs, l'adaptative, l'éducative et la réhabilitation d'une personne vivant avec un handicap comme la paralysie cérébrale. On sait très Mhm. bien que les ergothérapeutes sont très proches de ces personnes vivant avec ce handicap. Donc, ça Ouais, va vous donner quoi? Ça va nous apporter quel résultat à la fin de ce travail, ce que vous faites actuellement là? OK. Bon, l'ergothérapie, donc, c'est qu'on va faire, ça commence toujours pour une évaluation de besoins de la personne, donc soit l'enfant et la famille. Si c'est un enfant, ça va être aussi l'enfant et la famille. Donc, pour évaluer quels sont les besoins à ce moment. Donc, s'ils ont besoin si c'est un enfant qui va à l'école, puis, OK, quels sont les besoins à l'école? C'est d'intégrer à la classe régulière, c'est de participer dans une classe spéciale s'il est dans une école pas intégrée. Et puis, au devoir, si c'est un enfant plus petit, s'ils sont en train de jouer, s'ils ont, les cercles sont là pour appuyer son développement au maximum de son potentiel. Donc, ça commence toujours pour une évaluation des besoins de l'enfant. On fait beaucoup de pratiques centrées sur les clients, sur la famille.
Donc, aussi pour voir quelles sont les perspectives de la famille, quels sont les aspects qui sont plus importants pour la famille. Est-ce que c'est la participation dans des activités dans la communauté, dans une activité religieuse, dans l'école, avec la famille, des cousins, cousines, des voisins, voisins. Donc, quels sont les besoins qu'on va identifier. Donc, à partir de l'évaluation, on va faire une intervention on va regarder, par exemple, de travailler avec les professeurs à l'école. Si le besoin, c'est d'intégrer à l'école, on va travailler avec les professeurs pour voir quelle est la structure de l'école, de la classe, de la salle qu'on peut changer. Donc, on peut souvent prescrire ou travailler ensemble pour faire des prescriptions de communication alternative, augmentative pour les enfants avec une paralysie cérébrale, par exemple. Oui, Pour faire une adaptation de l'environnement, on va changer les tables, l'aire de jeu de l'école. Donc, pour intervenir là-dedans. Et à la maison, pour que l'enfant soit autonome aussi, donc travailler avec la famille pour voir qu'est-ce qu'il faut changer. Est-ce qu'il faut prescrire, la famille a besoin d'un véhicule adapté, par exemple, pour qu'il puisse faire ses activités. Si un enfant a un fauteuil roulant, quelle est la prescription, comment est-ce qu'on fait pour maximiser la fonction pour qu'il puisse participer de façon le plus efficiente possible. exact. Mais aussi, on va regarder, juste pour ajouter, on Allez-y, va allez-y. regarder la communauté. Donc, si il y a des activités de loisirs, mon domaine d'attention, s'il y a des politiques qui peuvent appuyer ou les ressources financières, par exemple, pour aider la famille à achever de différentes activités, ou les activités dans la communauté qu'il puisse participer, s'il veut faire du soccer, puis il n'y a pas un aire de jeu de soccer adapté ou un cours adapté, on va travailler avec la communauté pour faire que l'enfant puisse participer dans toutes les activités qui sont importantes. Est-ce que vous pensez que ce travail va donner plus de confiance à la personne après votre travail, surtout vivant avec l'appareil cérébral? Vous êtes en train d'influencer la personne vers l'avenir, vers le positif pour avoir confiance en soi? Absolument. On espère que oui. Mais Oui, oui, c'est on enseigne à nos élèves et puis en ergothérapie, c'est que c'est le plus important. C'est vraiment ça, c'est que la personne soit capable de se sentir, de découvrir son potentiel et puis qu'on est capable de remouvoir le plus possible les barrières dans la société, qu'on on comprend bien que l'handicap se produit au fur et à mesure que la personne euh, qu'il a les environnements qui ne sont pas adaptés, qu'il a les situations dans la communauté qui ne sont pas adaptées pour les besoins individuels. Donc, si on est capable d'augmenter la motivation, de montrer le potentiel, puis la personne va être capable d'achever ses c'est objectifs. Ouais. c'est très, très, très intéressant. Est-ce qu'il y a-t-il un âge quelconque pour démarrer des séances d'ergothérapie avec un enfant? On parle toujours de l'appareil cérébral, vivant avec l'appareil cérébral. Mhm. Ben non, le plus tôt possible, le plus tôt le mieux. C'est vrai qu'il y a Il y a des défis pour trouver des interventions précoces, qu'on appelle, mais le plus tôt possible que l'intervention commence, c'est le meilleur parce qu'on va vraiment travailler sur les potentiels. On sait, on a beaucoup de recherches qui montrent l'importance d'avoir des services le plus tôt possible quand le cerveau est en train de... Il y a des possibilités infinites, là, qu'on ne sait jamais qu'est-ce que le cerveau peut achever. Donc, le plus tôt, le mieux. Très bien. Professeur Chicago, on va aller aussi maintenant dans un autre sujet. Et je vous le dis, je ne vous le cache pas. Moi, je suis impressionné par votre préoccupation pour promouvoir une vie saine accompagnée d'une charte des droits pour les enfants handicapés d'une part, et d'autre part sur le transfert des connaissances dans une approche participative, disons, pour impliquer non seulement les décideurs, mais aussi les enfants et leurs familles, pour promouvoir une participation des enfants handicapés dans différents rôles de la vie, ce que je trouve inspirant. Ce que vous faites aujourd'hui à l'égard de deux sujets et de ce mouvement que vous êtes en train de créer pour sensibiliser et les parents et les enfants. Voulez-vous nous détailler un petit peu ce sujet-là parce que j'en le trouve très intéressant.
On vous écoute. Ah oui, absolument. Alors, on sait qu'il y a, ben, il y a l'Organisation des Nations Unies a des chartes, de conventions. Il y a deux conventions qui, notre pays est signatoire, donc il fait partie. Qu'est-ce que ça veut dire? La Convention des droits des enfants et la Convention des droits des personnes handicapées sont deux documents qui sont été rédigés en convenance avec tout le monde entier, mettons, mais qui, une fois que les pays en responsabilité, et chaque province a aussi la responsabilité de, de faire que ces conventions deviennent vérité pour les gens à chaque jour dans leur vie quotidienne. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on sait que les enfants, surtout les enfants en situation de handicap, ils sont pas nécessairement couverts dans les attentions politiques et les intérêts de tous les jours, mais ils sont celui-là qui sont plus marginalisés, si on veut, parce qu'il y a souvent des politiques de droits des personnes handicapées qui n'attendent pas aux besoins des enfants. Et il y a souvent politique dans les droits des enfants qui ne couvrent pas les besoins des enfants handicapés. Donc, il y a une petite partie au milieu là qui c'est important. Et les droits humains sont les droits plus essentiels, les droits qu'on on a tous en tant qu'être humain, les droits à la santé, à l'accès à l'éducation, aux loisirs, aux participations communautaires, les droits de la vie. Et puis, donc, c'est vraiment les droits essentiels. Donc, moi, je pense que la recherche on a un rôle important de mettre ensemble l'évidence scientifique. Donc, une partie, on fait ensemble beaucoup, on met beaucoup d'évidence scientifique là-dedans pour informer le processus de création de politiques qui vont répondre plutôt à ces besoins, à ces droits humains. C'est là qu'on a l'opportunité de participer dans les rapports du Canada. Donc, notre pays, le Canada a besoin de rapporter à l'Organisation des Nations Unies à chaque 4 5 années pour dire comment ils sont en train d'avancer la question, les questions des droits humains. Puis pour les deux rapports des deux conventions, on a eu l'opportunité de mettre ensemble la recherche participative. Donc, on a on a utilisé beaucoup d'informations des familles, de gens, de cliniciens aussi, pour informer la situation des enfants au Canada, partout au Canada, des situations. Donc, comment répondre aux questions d'éducation? L'éducation inclusive, c'est une grande partie. L'accès aux services de réadaptation et promotion de la santé, l'accès aux services de loisirs et aussi le support, le soutien pour les familles. Donc, ça, c'était de grands, comment est-ce qu'on dit, de grands sujets on a pu informer avec la recherche pour l'ONU. Et puis, ça crée une responsabilité du gouvernement de répondre à ça dans les prochaines années. Euh, Là-dedans aussi, on a l'opportunité, par exemple, de créer ou de suggérer de nouvelles questions pour être demandées dans le Statistique Canada. Donc, parce qu'on n'avait pas d'informations, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas d'informations spécifiques pour les enfants handicapés qui sont collectés au niveau national, en échelle fédérale. Mais maintenant, on est en train d'informer de nouvelles questions pour être ajoutées pour que les politiques soient directionnées à ces besoins spécifiques. Donc, on pense que les structures sont capables de former des politiques qui sont plus complètes, qui sont plus centrées sur les besoins, sur les droits humains. On va être capable aussi d'avoir des services en conséquence, et puis la vie quotidienne de cette population-là va être plus atteinte. David, vous savez-vous, on a vécu presque la même chose ensemble. J'ai eu ce privilège de nous liser un avion une fois pour aller à Paris avec 140 personnes pour promouvoir premièrement la pallier cérébrale. C'était avec des associations sœurs, avec des artistes, et on a joué à l'UNESCO même, mais surtout on a signé une déclaration relative aux droits et à la dignité des personnes vivant avec la pallier cérébrale, avec des associations sœurs. Donc, et vous, vous avez fait ça au niveau des Nations Unies. Est-ce que c'est pour promouvoir la dignité et les droits des personnes vivant avec tout handicap confondu? Oui, oui. C'est ça. Votre- Ben, on fait partie d'un groupe des organisations de société civile
qui font ces rapports s'appellent les rapports parallèles. Donc, chaque fois que les gouvernements doivent soumettre un rapport pour l'ONU, les organisations de société civile ont aussi l'opportunité de mettre un rapport parallèle, donc pour dire, pour comparer, en effet, ben, pas pour comparer, mais pour dire la situation pour la Pour population. sensibiliser, Oui, finalement. oui. Et puis, ça, on présente ça, on a présenté ça à l'ONU, en Genève, et puis à chaque année dans la convention comment est-ce qu'on dit en français? Attends. La Convention des parties des États qui font partie de l'ONU, ont une convention chaque année, puis on présente ça pour discuter Très intéressant. les façons d'implanter, ouais, C'est d'implémenter. vraiment très intéressant ce que vous aviez fait, surtout ce triple rôle, ce multi-rôle que vous faites actuellement à côté de votre travail. Et franchement, c'est un honneur d'avoir des personnes chez nous comme vous, je vous le dis carrément. Maintenant, on va aller dans un autre sujet aussi. Vous Mhm. avez une implication à titre, ou vous vous impliquez à titre de scientifique, et cette implication ne s'arrête pas sur un mouvement ou un geste quelconque à l'égard des personnes handicapées ou les personnes vivant avec un handicap moteur ou une révision éducative. Mais vous vous lancez dans des activités inclusives, toujours dans le but de faire avancer la cause des personnes handicapées, ce qui est en votre honneur. Parlons maintenant, parlons maintenant exactement à quelque chose que vous avez créé, ce qu'on appelle l'appli Joey, que vous avez créé pour favoriser l'épanouissement, l'avancement et le dépassement d'une personne handicapée pour se réaliser. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer abondamment cette application et comment faire pour la procurer? Je vous écoute. Ben oui, ça me fait plaisir. Donc, en effet, l'appli Jouer s'est créé à partir d'une série de rencontres qu'on a fait avec la communauté. Ça fait plus de 10 ans qu'on a rencontré plusieurs groupes partout au Canada pour demander quelles sont les opportunités de promouvoir la participation au loisir. Ça, c'était en effet après mon projet de doctorat qui était avec les adolescents avec une paralysie cérébrale. Mais on a élargi le cercle pour inclure ben, tous les sortes d'handicap. Mais on a demandé aux communautés comment est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que ça manque pour promouvoir le loisir. Et puis là, les gens ont choisi de dire, ben, on ne sait pas les informations. Quand on cherche des informations pour les activités de loisir, on ne les trouve pas. C'est difficile à trouver. Ça prend beaucoup d'efforts pour les parents d'aller trouver des activités près de chez eux qui sont adaptées aux besoins de leur enfant. Donc, ce ne sont pas génériques, là, en effet, mais soit un enfant qui a des problèmes de comportement, soit un problème, c'est une paralysie cérébrale qui est associée avec différents types de capacités, puis ou soit autre, là, des enfants autistes ou quoi que ce soit. Mais donc, on a mis ensemble des ressources pour faire l'application. Puis il y a plusieurs organismes qui ont financé le développement dans ces 10 années. Mais le but, c'était vraiment de faire les informations faciles à trouver pour les familles, pour les cliniciens et aussi pour les éducateurs et éducatrices dans la communauté, pour disséminer les informations, les programmes qui existent, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui existent, puis les gens ne savent pas parce que l'information, c'est pas facile à trouver. Oui, Et pour aussi créer la licence des communautés autour des loisirs. Donc, ça, c'était les trois buts principaux de l'appli Jouer. Donc, on a lancé la première version. On est maintenant dans la troisième version de l'application. Il est gratuite. Il est disponible pour tout le monde. On a plus de 5000 activités listées partout au Canada. Au Québec seulement, on a presque 1000 activités déjà inscrites. Donc, on a des usagers, on a aussi plus de 5000 usagers partout au Canada, des gens qui utilisent souvent, mais on espère augmenter. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, donc c'est gratuit, c'est sur jouet.com sur l'Internet, mais aussi sur le App Store et puis sur le Google Play. Donc, c'est disponible pour Android, pour iPhone. Euh, Gratuite pour tout le monde. Jouer, Jooay. Si on cherche dans l'Internet.
Puis là-dedans, qu'est-ce qu'on est en train de bâtir aussi maintenant? J'ai un étudiant en doctorat qui est en train de faire des fonctions interactives. Donc, on a travaillé avec beaucoup de jeunes en situation de handicap, de jeunes handicapés avec paralysie cérébrale. On a beaucoup qui ont participé pour dire quelles sont les fonctions, qu'est-ce que ça fait l'application plus intéressante pour eux pour utiliser. Mais donc, on crée des jeux itératifs dans l'application, mais le but, c'est pas de rester dans l'application. Le but, c'est qu'ils regardent l'application pour trouver des activités dans la communauté où il peut participer. Donc, et aussi pour les parents et puis les cliniciens d'être capables de communiquer, donc d'échanger d'informations pour dire cette activité, c'est bon pour aider à cette personne et quoi d'autre. Donc, donc c'est ça le but. On crée une communauté, on est en train d'élargir ce qu'on appelle les courtiers d'information. Donc, les gens qui savent, qui connaissent l'importance du loisir, de la promotion de la santé, de la participation sociale pour partager les mots et faire connaître pour que tout le monde puisse participer, qu'on a toutes les 800 000 personnes qui ont vu, qui arrivent à utiliser l'application. Mais c'est ça. Euh, une question relative à Joey. Est-ce que, premièrement, c'est une application bilingue? Oui, absolument. Ma C'est deux- bilingue. Oui, ça fonctionne avec la langue du cellulaire que vous utilisez, ben, sur le web, l'anglais-français. Mais oui, c'est bilingue. Toutes les informations sont disponibles en anglais et en français. Ma deuxième question, très, très spécifique. Est-ce que l'intelligence artificielle aura un jour un rôle à jouer là-dessus? On espère que oui, pas encore. On est en train de vérifier des fonctions. C'est sûr que l'intelligence artificielle pourrait. Le problème qu'on trouve pour ça, c'est que les organismes qui offrent des activités de loisirs adaptées, inclusives, sont souvent, ils fonctionnent à la capacité, à la limite. La personne a des ressources de surplus. Donc, les informations pour l'intelligence artificielle fonctionner meilleur, on a besoin d'avoir l'information à jour dans le site original. Donc, pour l'instant, on a l'intelligence humaine, pas l'intelligence artificielle. On a des étudiants qui font les actualisations chaque année pour toutes les activités, mais on espère que bientôt, on va être capable d'inclure l'intelligence artificielle, mais c'est une limitation de ressources là-dedans pour faire fonctionner intégré, là. Peut-être qu'on va se trouver de financement pour nous aider à intégrer, là. C'est ça que ça manque, là. Il faut vraiment investir dans le financement pour être capable d'intégrer l'intelligence artificielle. Je comprends. Je comprends. Écoutez, on va aller dans un autre sujet. Je sais, professeur Chicago, vous êtes presque sur toutes les tribunes avec vos idées et vos projets complètement différents. Vous parlez de la Journée internationale des personnes handicapées. Vous parlez de l'application Jouer et la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Et vous parlez surtout de l'application Jouer que vous cherchez à donner ça gratuitement à ces personnes vivant avec un handicap pour améliorer ou pour qu'ils les laissent sortir de leur confinement quotidien quasiment pour différents handicaps. Ce que je trouve, c'est remarquable ce que vous avez fait là-dessus. Donc, avec tous ces projets-là, voulez-vous me donner, s'il vous plaît, un dénominateur commun de vos différents sujets et de votre vision à l'égard des Nations Unies pour avancer le handicap? Est-ce que le handicap dans votre travail ou le handicap international pour faire un mouvement qui va sensibiliser et le public et les autorités pour l'avancement et regarder le voisin avec un autre regard et lui tendre la main s'il a besoin de vous. C'est quoi votre objectif final à propos de tous ces jugés qui englobent presque tout? On vous écoute. Alors, je pense que l'objectif, c'est de se trouver. Ben, la participation sociale, je pense que c'est la clé pour l'inclusion et la transformation de justice sociale, si on veut. Je pense qu'on apprend à être,
que les gens sont égaux. C'est ça que la beauté, je pense, de la Convention des droits humains, c'est de comprendre qu'on est tous d'êtres humains. À la base, là, il n'y a pas de différence. Les besoins sont différents parce que la société n'est pas faite est faite pour une majorité, pas pour une minorité. Donc, si on est capable de transformer vraiment la société, donc si on est capable de créer des espaces où tout le monde peut jouer. C'est ça les slogans, si on veut, pour jouer, c'est de créer des communautés où tout le monde peut jouer. Donc, si on a un aire de jeu public où tout le monde peut jouer, parce que c'est adapté, c'est pensé, c'est conçu, donc une société conçue pour la différence. Là, on crée des opportunités. Si on joue avec un ami à l'aire de jeu, un ami qui a des différents types de déficiences, ben, si on a un handicap, si on n'a pas, on joue ensemble. Si on va à l'école ensemble, si on est capable d'aller, si on va faire des achats et au centre commercial, il y a des gens qui ont de différents besoins. Si on va travailler et on trouve des gens, la personne qui travaille avec nous utilise un fauteuil roulant, l'autre se communique d'une façon différente, l'autre utilise une langue de signes. Enfin, si on a des opportunités de participation communes, des expériences humaines communes, là, je pense on transforme la société en transformant notre façon de vivre ensemble. Donc, je pense, c'est pas idéalistique, je pense que c'est vraiment la façon de, d'améliorer, d'avancer la société vers l'inclusion, vers une participation active, c'est de s'engager dans des conversations comme ça. Je pense qu'on est capable de se relationner, on est capable de transformer. C'est que là vient de ce sont les enfants qui sont en train de jouer aujourd'hui avec un ami qui a un handicap, qui est différent, qui parle d'une façon différente, qui bouge d'une façon différente. Ils vont être les professeurs, les médecins, les enseignants, l'ingénieur, les architectes qui vont penser différemment au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, je pense que la notion des droits humains s'implémente dans la vie quotidienne, Exactement dans ça. la vision. Oui, oui, oui. Professeur Chicago, en conclusion, pas plus loin qu'hier, j'avais reçu un appel d'une maman qui souffre quasiment en larmes, quasiment, en disant qu'ils arrêtent de nous couper les moyens pour y vivre honorablement avec notre enfant dont nous sommes responsables. C'est une maman monoparentale. Et aujourd'hui, je vous pose la question, avec toute cette situation, toutes ces coupures qui se passent à tout handicap confondu, avez-vous par hasard un message inspirant et encourageant à adresser à notre gouvernement, à nos gouvernements, ici au Canada et au Québec, pour faire progresser les mesures de sensibilisation au niveau de la population envers les personnes handicapées, ces personnes qui n'ont rien ou presque? Quel sera le message que vous aurez adressé pour respecter l'article 1 de la Charte universelle? Nous sommes nés tous égaux. Quelle est votre Mhm. opinion? Ça, c'est un gros mission comme message. Mais je pense il faut penser aux politiques au niveau le plus pratique possible. Donc, je pense on a les ressources. Si on regarde, c'est ça, les chartes des droits, si on regarde euh, même la politique à part entière, par exemple, si on prend au Québec, si on regarde le texte, tous les indicatifs sont là. Donc, les consignes sont là. On connaît ce qu'on a besoin de faire. Je pense qu'il faut investir, il faut absolument investir dans l'enfance. Il faut investir dans les premières années. C'est sûr qu'il y a les gens qui ont besoin maintenant, ils sont plus âgés. Donc, on a besoin d'investir, de penser à le spectre complet de la vie, mais d'y penser comment est-ce qu'on change le système. Donc, je pense que pour les décideurs, c'est la message, ça serait de penser que les familles ont besoin maintenant. On peut pas attendre, ben, si on attend de 12 ans pour recevoir un service d'évaluation, pour avoir référence aux services communautaires ou des réadaptations spécialisées, par exemple.
là, on a perdu l'opportunité, la fenêtre d'opportunité, ça ferme vite. Et puis, si on, c'est, comment est-ce qu'on dit en français? L'investissement tôt, c'est meilleur que tard parce que tard, on a besoin de beaucoup plus d'investissement. Donc, d'essayer de changer à la base les systèmes, les structures par exemple, pour que tout le monde, si les médecins de famille, on dit, les médecins en première ligne ou les attendants en première ligne, n'ont pas besoin d'attendre pour référer un spécialiste pour après référer au service de réadaptation. Donc, un des projets qu'on fait, c'est ça, d'avoir une référence immédiate à tous les services. Donc, on n'a pas besoin attendre trois fois. Donc, de faire le système plus fluide. On a deux programmes, en effet, de recherche de différents chercheurs, Dr. Maya Del-Sabag et Dr. Annette Meinemer, qui font des recherches pour indiquer comment faire les services plus vite, comment est-ce qu'on donne les ressources aux parents tout de suite. On n'attend pas que les médecins disent quoi faire. On attend, OK, on donne les ressources aux parents, ils sont capables de gérer beaucoup plus si on les donne les supports à la base. Donc, pensez aux familles, pensez au support de famille, pensez au support des éducateurs et éducatrices en service de garde, dans les services de CPE, par exemple. Donc, je pense que si on pense à la base des structures de changement des structures à la base, on va être capable de penser moins les repères qu'on a besoin de faire plus tard. Donc, c'est une grande mission, je sais, mais je pense que ça, penser, et puis je pense penser à l'enfant et penser à l'handicap qui sont présents dans tous les systèmes. Donc, c'est pas une obligation du service de santé seulement, c'est pas l'éducation seulement, c'est la santé, éducation, communauté, tous ensemble, parce que les gens sont présents dans tous ces espaces-là. Vous savez, au Québec, il y a 1,4 million personnes vivant avec un handicap. Et si on ajoute les aidants naturels, les parents, les frères, les sœurs, on est rendu à 4 millions. La moitié de la population québécoise est liée directement ou indirectement à un handicap. Donc c'est une majorité absolue qu'on doit vraiment sensibiliser les autorités pour aller de l'avant et Ouais. prévenir, Ouais. pour donner de la dignité à ces personnes qui souffrent énormément. Ouais. Et c'est pas un groupe assez. J'aime me centrer les statistiques sur le fait que les handicaps, c'est la plus grande minorité. Donc, c'est le groupe c'est la plus grande besoin dans les groupes qui sont historiquement marginalisés. Et puis, c'est aussi un groupe que tout le monde peut intégrer. Hein. Donc, au fur et à mesure qu'on voit, ben, il y a plusieurs façons si on regarde un monde conçu pour les gens en situation de handicap, ça va être un monde beaucoup plus conçu pour tout le monde. Donc, la promotion de cette idée de que les adaptations, l'inclusion, c'est bon pour tout le monde. C'est pas bon juste pour un groupe de personnes. Je pense on serait capable de faire des politiques plus inclusives. Très bien, très bien. Professeur Chicago, je vous remercie infiniment de votre présence dans cette émission spéciale de Téléhandicap. Nous reconnaissons ce que vous faites et ce que vous êtes, et en vous souhaitant l'énergie inclusive des gens libres et en santé, et je vous remercie. Merci beaucoup. Non, j'apprécie beaucoup l'opportunité. Merci. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie aussi de cette fidélité et je vous dis à la prochaine.